Normalement, c'est bon. Allô, oui, c'est bon, cette fois vous m'entendez. Bonjour à tous et à toutes pour cette émission La Magie sur le thème des astres. Je vais vous inviter à dire bonjour, déjà pour être poli dans un premier temps, et pour voir si on vous capte bien. Bonjour. Bonjour! Et salut. Et salut. Ouais, pour changer. Ouais. Oui, c'est bon, on vous capte bien. C'était juste mon micro qui était mal paramétré, je ne sais pas pourquoi. Donc, bienvenue sur cette émission. Donc, je le répète, le thème d'aujourd'hui, ce sont les astres. Donc, vous avez compris, on va parler d'astrologie, mais évidemment, comme vous pouvez le voir en dessous du stream, nous avons des chroniques diverses et variées. On va essayer de tourner du coup autour du thème des astres, des planètes et de tout ce qui peut y toucher de près ou de loin. Vous pouvez voir aussi aujourd'hui, à côté de nos petits pseudos, et qui sera aussi, alors c'est dans l'autre sens, voilà, c'est là, dans le coin gauche du live, les drapeaux LGBT. Donc autour de nos pseudos, c'est les drapeaux représentant chacun des chroniqueurs, chroniqueuses, et celui en haut à gauche, toujours mode miroir du live, c'est le drapeau LGBT de base avec toutes les communautés LGBT représentées parce que ce mois, c'est le mois de la Pride. Donc joyeux mois de la Pride à tous. Pour ceux qui regardent sur YouTube, nous tournons cette émission en juin, évidemment. Donc bon mois de la Pride pour ceux qui nous regardent en juin. Ou pour ceux qui ne nous regardent pas en juin, bah il n'y a pas de mois pour être fier de ce qu'on est, évidemment. Donc du C'est coup, bien dit. eh oui, évidemment, parce que c'est un mois pour la visibilité LGBT, mais au final, quand on est militant ou quand on est LGBT, on l'est toute l'année, on l'est pas qu'en juin. Donc voilà. Donc je vous invite à écouter notre première chronique Quoi de neuf pour bien commencer cette émission. Et du coup, quoi de neuf aujourd'hui qui sera le Quoi de neuf dans le ciel, première édition. Et je te laisse la main, c'est parti. Eh ben oui, comme tu l'as présenté, quoi de neuf aujourd'hui dans le ciel? Donc, comme on parle des astres aujourd'hui, je me suis demandé ce que nous mijotait le mois de juin. Donc j'ai été très heureuse d'apprendre que les planètes du système solaire de Mercure à Saturne vont s'aligner dans le ciel au courant du mois, et donc qu'il sera possible de les observer dans leur ordre naturel, soit Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne à l'œil nu, et Uranus et Neptune seront visibles à l'aide de télescopes. Cet alignement sera en place dès la deuxième moitié du mois de juin. Pour l'observer, il faudra trouver un endroit où l'horizon est dégagé vers le nord-est et attendre l'apparition de Vénus dans le ciel, soit environ 1 heure et demie avant le lever du soleil. Donc faut se lever tôt, ou se coucher très tard. Mercure ne sera visible qu'au ras de l'horizon 1 heure avant le lever du soleil et seulement à partir du 15 juin. Vénus et Jupiter sont très éclatantes comparées à Mars et Saturne, et Mercure brillera plus fort que Saturne, mais dans un ciel plus éclairé puisque plus proche du lever du soleil, ce qui la rendra plus difficile à observer. Pour les rendez-vous astronomiques du mois de juin, donc on a le 17 juin, à 1 heure et demie avant le lever du soleil, Vénus brillera comme un phare dans le ciel, et juste au-dessus de l'horizon nord-est, devançant de peu les Pléiades, qui seront de plus en plus visibles au fil des jours. Et ensuite, le 18 et le 19 juin, 3 heures avant le lever du soleil, il sera possible d'observer la Lune aux côtés de Saturne au-dessus de l'horizon sud-est cette fois-ci. Et la Lune, quant à elle, a commencé un nouveau cycle le 30 mai. Elle sera au premier quartier le 7 juin, pleine le 14 et au dernier quartier le 21 pour recommencer son cycle le 29 juin. Voilà, voilà. À chaque fois, il va falloir que je mute et que je démute mon micro. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être un peu fastidieux. Donc, si jamais vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me faire signe. Là, je l'ai bien réactivé. Donc, merci pour cette carte du ciel. Donc, beaucoup plus axée sur l'astronomie, comme tu nous l'as dit. Donc, pour ceux qui ont des télescopes à la maison ou qui aiment bien regarder le ciel, n'hésitez pas à vous axer sur ces événements-là pour observer des jolies choses, évidemment. Moi, j'aimerais bien avoir un télescope en vrai pour pouvoir observer le ciel, mais je suis pas sûr que de mon petit bout de ciel à Marseille, je vois grand chose. Mais ceux qui sont en campagne, vous avez cette chance aussi de pouvoir observer le ciel à l'œil nu sans forcément faire d'efforts parce que le ciel est beaucoup moins pollué de façon avec l'éclairage, j'entends. Donc vous pouvez voir plus facilement le ciel parce que évidemment la pollution lumineuse existe et du coup, on l'a subi surtout dans les grandes villes, donc Marseille, Lyon, Paris.
Et dès qu'on va dans les campagnes, d'un coup, on redécouvre le ciel et on se dit waouh, mais il y a tant d'étoiles en fait! C'est dingue! On peut même voir la Voie lactée depuis les campagnes. Et ça, c'est beau. Je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Et c'est vachement beau. À la Super. montagne. Oui, à la montagne aussi, bien sûr. Ou quand je vais en Gênes aussi. Quand je vais en Gênes, la première chose que je fais le soir, c'est que je regarde le ciel avant de continuer mon jeu. Je me dis waouh, c'est trop bien! Parce que les Gênes, c'est souvent dans les petits patelins paumés. Donc Hmm. forcément dans les cambrousses, vu que comme on est souvent dans des époques médiévales, eh ben, il faut pas trop de grosses structures de HLM à côté parce que sinon d'un coup tu sors du jeu. Ah ouais. Barbès Rochechouart. Ah non, mince. Super, donc je vous invite à suivre avec notre Quoi de neuf par aussi Elisa qui enchaîne ses deux chroniques aujourd'hui et après, comme elle a dit, elle va roupiller. Elle va nous écouter. Donc aujourd'hui, le Quoi de neuf axé sur l'art avec Banksy et hop, je te laisse l'écran. Oui, alors ma petite inspiration du jour, ce sera sur cette photo, sur cette œuvre d'art. Donc à l'heure où les rapports climatiques sont de plus en plus catastrophiques ou du moins alarmants, j'ai été très touchée par cette photo. Car oui, notre très chère Terre, garante de notre survie, est bien une planète. Donc cet astre qui nous donne pléthore de messages pour prévenir que l'homme va trop loin dans l'utilisation de ses ressources. Et malgré le fait que beaucoup de personnes s'enterrent la tête dans le sable pour ne pas entendre ces avertissements, d'autres se donnent du mal pour les sortir du déni. C'est Banksy, le célèbre street artiste militant, qui a graffé en 2008 I don't believe in global warming sur un mur du Regent's Canal à Londres. Ce message à moitié submergé a été la réponse de Banksy au sommet des Nations Unies sur le climat à Copenhague suite à l'absence d'engagement des pays contre le réchauffement climatique. Alors je sais que cette photo date un petit peu, mais malheureusement elle est toujours d'actualité et je l'ai trouvée très parlante malgré sa simplicité. Donc je vous laisse apprécier ce petit bout d'art. Hop, petit bout d'art que du coup vous pouvez voir juste à côté de sa tête et que vous pouvez aussi trouver sur internet pour profiter un peu mieux de toute cette photo bien évidemment. Hop. Eh bien merci de nous avoir présenté cette photo de Banksy qui, comme tu le disais, je pense est très parlante aujourd'hui parce que l'écologie, et on en parlait avant d'arriver en live, l'écologie actuellement c'est très très important d'y penser, mais comme on le disait, c'est pas forcément à nous, petites gens du peuple, d'y penser parce que par exemple, oui, effectivement, il y a un peu de Clara qui dit la hauteur de chaque micro est assez différente. Effectivement, effectivement, parce que c'est pas la même source d'audio qu'on a. Donc forcément, on a un petit décalage des voix. Hop. Ah, carrément. Alors attends. Parce que normalement, l'audio des intervenants, c'est le même pour tous les intervenants et il y a mon micro après. Alors je vais les augmenter un petit peu, dans le doute. Tac, tac. Donc pour continuer un petit peu ce que je disais, nous en tant que personnes, pas forcément avec des énormes moyens, on fait déjà ce qu'on peut avec ce qu'on a pour l'écologie et je trouve que c'est ce qui est alarmant aussi, c'est tous ces discours de politique ou de marketing qui disent qu'il faut absolument que nous on pense à notre consommation d'eau, qu'on pense à notre consommation aussi de nourriture, de comment on fait les choses, comment on se déplace et tout ça, alors que finalement, on n'est pas la première source de pollution dans notre, du moins en France. Et c'est plus aux grandes entreprises, aux politiques d'y penser. Parce que je pense pas que pendant que nous, on est en train de mourir de chaud, en train de faire une émission, Macron, ils sont en train de signer des papiers sans climatiseur dans son bureau. Vous voyez. Donc je Oui, mais pense enfin, on que parle pas non plus des voyages en avion qu'ils peuvent faire à juste 5 km de chez eux. Enfin, j'exagère, mais je pense que vous comprenez le principe. oui, Mm. voilà. J'en parle pas aussi de nombreux papiers qu'ils utilisent et qui se retrouvent finalement par terre pour imprimer leur programme, finalement. Oui, et d'ailleurs, on a vu, enfin moi j'ai pu remarquer dans la différence de papier
Mm. de chacun parce que quand j'ai reçu du coup euh, les, euh, les programmes pour les présidentielles, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les papiers. Et j'étais en mode, ah bah d'accord, ah bah super. Alors je vais augmenter un petit peu mes dB de sortie audio. Vous me direz si ça va mieux après parce que je suis déjà à fond. Mais d'ailleurs, justement, j'ai remplacé une amie qui travaille à la mise sous pli, c'est-à-dire mettre justement les programmes dans des enveloppes. Et on peut remarquer justement que quand je l'ai fait, du coup, je l'ai fait 2 jours, la qualité des papiers, ça va de tout au tout. Ça va à un papier giga fin à, je dirais non, mais le programme d'Éric Zemmour, le papier, il est limite cartonné, quoi. Donc t'es là, tout ça pour un programme où tu dis que de la merde. Donc Alors, c'est je, du je pose, gaspillage. je pose ma patte parce que j'ai travaillé dans l'imprimerie. Je peux vous dire que certains papiers sont, comment dire, euh, dits écologiques dans le sens que c'est du papier recyclé, en fait, Mm. qu'ils Oui, bien utilisent sûr. pour refaire le papier. Donc ça, en termes d'écologie, on peut dire que ça va encore. Mais comme tu dis, si on utilise du 300 grammes, donc le papier hyper cartonné, voire du 400 grammes, là, c'est plus compliqué de trouver du papier recyclé. Donc Mm. oui. Après, c'est comme les papiers glacés que la plupart du temps, les gens utilisent pour les petits flyers. Ce genre de papier-là, c'est pas du tout enfin, c'est très peu recyclé et c'est pas ouf, quoi. Oui, bien sûr. Mm. Et quand tu vois, moi j'avais fait la différence du coup entre tous les programmes de la droite et tous les programmes de la gauche. Et genre quand tu vas vers les gauches, genre Poutou, Anne Hidalgo, ce genre de choses, t'as un papier qui semble être recyclé. Je dis semble parce que je suis pas un professionnel non plus. Et dès que tu vas vers la droite, genre il y avait Marine et Zemmour, c'était des trucs un peu glacés qui brillaient et tout. J'étais en mode mais les gars, faites des efforts, faites-vous entendre. Et même Macron, hein, c'est pas du papier recyclé qu'il a utilisé, hein. Je suis papetier, je fabrique du papier carton et non le papier recyclé, pas moins polluant que les papiers avec de la pâte vierge. Les deux sont très polluants. Ah, bah voilà. Ah, Mm. Comme quoi. Et d'ailleurs, Éric Lechasse, ce qui serait intéressant aussi, parce que j'en avais entendu parler, c'est de voir ce qui est le plus polluant entre le mailing et le papier. Parce que j'ai entendu aussi dire, et ça s'est avéré vrai, que le mailing c'est très polluant parce que quand on stocke plusieurs mails, ça fait travailler beaucoup les centres de stockage de mails et de tout ce qui est internet, et du coup ça fait chauffer les machines, plus il y en a et plus ça chauffe. Donc j'imagine que c'est pas un mail qui va changer aussi la donne du truc, mais aussi est-ce que ça c'est plus polluant que le papier, plus polluant que le papier. Car pour du papier recyclé, pour enlever l'encre, on utilise des solvants. Ah bah voilà. Mm. Et voilà. C'est le truc aussi, hein. Il va falloir travailler sur la pollution globale, je pense, et trouver des solutions qui sont durables, en fait. Bah, j'avais vu qu'en Suisse, ils avaient fait un truc, c'est en mode, ils avaient mis un programme sur un papier, et ensuite, le papier, tu le mettais dans de la terre et tu le mouillais. En fait, dedans, il y avait des graines, et du coup, c'était recyclé, quoi. Ah Et il y avait une oui, petite plante qui poussait, et j'ai Comme trouvé les ça cartes de super Lulu. cool. oui, il y en a plein des trucs comme ça. Ils font des Mm. crayons, ils font des papiers, ils font des journaux qui sont comme ça, ils font des cartes postales aussi que tu reçois ouais, et tu plantes. il y a C'est même des génial, ça, en personnes vrai. qui font des bougies et comme couvercle, justement, ils mettent ce genre de papier-là avec une petite graine à l'intérieur. T'as juste à l'enlever, le mettre dans la terre et Et poup. Et pouf, un ficus. Voilà. Et ça peut déjà commencer à être pas mal si on commence à faire du papier. Parce que du coup, si ce papier-là, il est plantable, ça veut dire que la manière dont il a été traité n'est pas néfaste à la terre. Donc, Mm. ça veut dire qu'on peut potentiellement faire des papiers qu'on peut mettre au compost. Et ça peut être pas mal. Ça peut être giga nice. Ouais, le papier à la base, c'est du végétal. On fait des pâtes vierges à base de roseau appelé alpha. Oui, c'est vrai. Et on peut d'ailleurs. Moi, j'avais fait un atelier papier recyclé quand j'étais en primaire. Où on avait tous emmené nos journaux. Et en fait, on avait fait de la bouillie qu'on avait mis dans de l'eau. Et après, on avait tamisé et tout. Et on avait tous nos petites feuilles de papier comme ça, de papier recyclé. Et c'était vachement cool. Donc, l'écologie, on pourrait en parler des heures et des heures. Enfin, moi, personnellement, je pourrais en faire un débat et en discuter pendant des heures et des heures, mais pas avec des gens d'extrême droite, évidemment, parce que bon, avec eux, les débats ne sont pas vraiment des débats quand on parle de choses un peu de gauche, d'écologie et tout ça.
Mm. Mais évidemment, je ne mets pas tous ceux qui votent à droite dans le même panier. Évidemment, il y en a qui ont des avis très intéressants, avec qui on peut débattre et tout ça. Là, je parle vraiment des gens qu'on peut croiser sur les réseaux et qui sont d'extrême extrême droite et qui juste postent des trucs en dessous des gens, en dessous des contenus genre LGBT ou écolo en mode le style de leurs idées. Hein. Ceux-là, voilà. Ouais. Je pense que c'est quand même le moins polluant car là, en ce moment, on parle avec des ordis qui sont très polluants à fabriquer. Oui, oui, c'est vrai aussi que les ordis sont très polluants à fabriquer. Donc maintenant, je vous invite à nous suivre dans la rubrique Il était une fois, qui va être sur le thème de l'astrologie aujourd'hui, avec Elisheva qui prépare ses petits papiers, telle une vraie chroniqueuse. Toujours et à Toujours, jamais. toujours. Voilà, et je te laisse la parole, c'est parti. Ok. Alors donc, je me sers de mes petits papiers, comme dit Pluto. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de l'astrologie, mais d'un duo, donc qui est l'astrologie et les zodiaques. Donc je vous lis mon petit article, comme à chaque fois. Donc l'astrologie et les zodiaques sont à la fois aussi proches qu'ils ne sont éloignés. D'ailleurs, au début de l'histoire de sa découverte, on va dire, ça a été le cas aussi. En fait, on voyait les deux ensemble et pas séparément. Ça a été séparé beaucoup plus tard quand on a pris l'astrologie en tant que science et non en tant que croyance. Mais je vais vous expliquer plus tard. Donc ce sont deux grands thèmes qui nous aident à nous connaître et connaître nos thèmes astrales. Et on reviendra plus tard justement avec une photo un peu plus liée par les étoiles. Tous deux vont nous donner une identité caractérisée par des signes astrologiques. Donc par exemple pour nous, donc Européens que nous sommes, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, etc., etc., etc. Je pense que tout le monde connaît. Qu'on peut aussi appeler les signes du zodiaque ou signes astrologiques. Quand l'astrologie se sert des étoiles et des planètes pour déterminer nos caractéristiques, certains sont moins compliqués, comme par exemple l'astrologie chinoise, qui utilisera le cycle lunaire sur une durée de 12 ans, à la place de 12 mois, comme nous. Donc, mais d'abord, avant de parler de tout, parlons histoire. D'où vient l'astrologie et quelle était son utilité? À la surprise de tout le monde, cette pratique que l'on appelle astrologie était autrefois très répandue auprès des savants, des universitaires aux côtés de la médecine et des mathématiques avant de finalement n'être maintenant qu'une vaste blague pour certains. N'oubliez pas qu'avant tout, l'astrologie est le calcul des astres. Sa première utilisation vient à l'aube de l'Antiquité quand on comprend que les mouvements des astres ont une relation avec la nature, jusqu'à dire qu'ils auraient une relation avec la création des saisons et ainsi des calendriers. De l'Asie au peuple précolombien, toutes les grandes civilisations pensaient que les astres étaient des divinités. C'est d'ailleurs pour cela que seuls les prêtres étaient initiés pour interpréter et étudier leurs mouvements. Les croyances ont voulu que les caractères de chaque personne, ainsi que leur destin, soient intimement influencés par les planètes et les astres, créant ainsi l'horoscope. Les plus anciens sont découverts en Mésopotamie et remonteraient à l'époque babylonienne, au 5e siècle avant Jésus-Christ, se présentant sous forme de tablettes d'argile présentant déjà la division du zodiaque. C'est à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ que cela se répand pour toutes les civilisations grecques et romaines grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand. Pour les anciens, astronomie et astrologie étaient synonymes, comme j'ai dit plus tôt, les Grecs étant les premiers à les différencier. Ainsi, au 6e siècle, c'est un savant grec du nom de Ptolémée qui redirige un traité d'astrologie. En se débarrassant des superstitions et des incohérences, il crée de cette croyance une science rigoureuse basée sur les mathématiques et l'observation astronomique. Malheureusement, il fut rejeté par le christianisme qui voyait en cette science une croyance païenne dangereuse. Elle disparaît donc avant d'être réintroduite par l'Orient au cours du XIIe siècle. Elle va occuper une place importante dans tout le monde chrétien, étant liée de manière indissociable à la quête spirituelle. Le savoir astrologique est enseigné à l'université et nombreux médecins tiennent compte des principes de l'astrologie dans le traitement de leurs patients. Les souverains, tels que Catherine de Médicis, se font conseiller par des astrologues dont les
plus réputés, Nostradamus ou Comregeri, portent le titre de médecin astrologue. En 1666, Colbert interdit son enseignement et le siècle des Lumières la remet en cause partout en Europe, la reléguant au titre de superstition. Cependant, l'intérêt des érudits pour l'astrologie demeure intact. Goethe, par exemple, étant un fervent adepte, au XXe siècle, le psychiatre suisse Carl Gustav, je change de page, Jung, donc Carl Gustav Jung, s'intéresse à elle et aux possibilités qu'elle offre, pour la compréhension des comportements humains. Aujourd'hui, l'astrologie suscite un véritable engouement auprès d'un public de plus en plus large et varié. Et bien que chassée des universités il y a fort longtemps, elle y est revenue en tant que sujet de recherche. Mais quelle est la différence entre le zodiaque et l'astrologie? L'astrologie est basée sur les étoiles, les planètes et leurs chemins, créant ainsi une succession de mouvements modifiant nos humeurs, mais aussi notre façon de voir les choses. Petite référence aux tendances TikTok, attention suspense, Mercure rétrograde. Ça date quand même d'assez longtemps, mais je pense que vous avez la petite référence. Mais ce n'est pas tout, l'astrologie nous sert aussi à voir plus loin. Lorsque nous naissons, les planètes et étoiles sont alignées pour créer notre thème astral. Donc c'est ce que vous pouvez voir actuellement à côté de ma face. Et donc là, vous pouvez voir le thème astral de Johnny Hallyday, qui est son âme. Donc celui-ci est une succession de planètes et d'étoiles recréant le ciel dans une forme sphérique du jour de votre naissance. À partir de là, une ou un astrologue peut vous décrire, mais pas que. Il peut y voir vos relations, vos problèmes majeurs, mais aussi certaines fois une vue minime sur vos vies intérieures. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce que le zodiaque? Le zodiaque est tout bonnement les signes astrologiques, occidentaux ou non, nous aidant à nous différencier entre nos pairs. Sans parler d'étoiles, nous pouvons compter plusieurs zodiaques, dont les plus connus sont le zodiaque occidental, mais aussi le chinois. Pour mieux les cerner, je vous invite à vous renseigner, mais si vous avez envie de vous instruire sur les signes, vous pouvez aussi vous divertir. Je peux vous conseiller certains animés que moi je connais et que j'ai regardés et que certains sont présents et adorent. Donc il y a Free Basket, mais il y a aussi les Chevaliers du Zodiaque que vous pouvez regarder qui sont très bien. Et sur les Fruits du Zodiaque, sur le Free Basket, ça explique très bien. Et sur les Chevaliers du Zodiaque, c'est aussi bien. Moi, je sais qu'à l'époque, ça date de 2000, mais quand c'est sorti en 2000, c'était assez bien. Mais après, je sais pas si les séries actuelles sont aussi bien qu'avant. Mais voilà. Eh bien, merci pour cette belle chronique bien complète. Et en plus, il y a mention à Free Basket, alors moi je suis heureux. Free Basket, c'est le premier manga que j'ai lu. Ah, ils m'entendent pas parce que oui, je me suis démute sur le live, mais je me suis pas démute avec vous. Donc je me disais que j'étais content que t'aies cité Free Basket parce que c'est le premier manga que j'ai lu dans ma vie. Et bonjour bien évidemment à tous ceux qui joignent sur le live. On vient d'écouter du coup Elie Sheva dans une chronique qui nous parle de l'astrologie. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez la revoir sur YouTube quand je posterai la rediffusion qui sera du coup demain. J'ai pas d'heure, mais à chaque fois c'est le lundi, c'est le lendemain de l'émission que je poste ça sur le YouTube de l'émission, évidemment. C'est mon ancienne chaîne en fait, le sorcier de la pluie, que j'ai renommé en La Magie, puisque je ne fais que mettre les rediffusions de l'émission. Donc oui, pour ceux qui s'y intéressent, Free Basket a vécu une nouvelle jeunesse il y a 1 an et demi, je crois, où ils ont commencé à refaire l'animé. Et le nouvel animé est vraiment génial parce que le premier, ils ont bâclé la fin et était pas top top. Mais le nouvel animé Free Basket est vraiment super. Donc si vous n'avez pas envie de lire, mais que vous êtes plus à regarder les animes, n'hésitez pas. Il est très beau, il est très bien. Et c'est tout. Allez le voir, c'est cool. Je Juste, vais juste... oui, vas-y. Oui. Non, vas-y. Non, non, vas-y. Ok, d'accord. Je tiens juste à donner un petit détail parce que je ne l'ai pas marqué dans mon article. Mais en fait, sur l'astrologie, enfin les signes
du zodiaque, on va dire. Euh, Apparemment, je me suis pas renseignée dessus exactement pour avoir tous les détails, mais apparemment, il y aurait un signe de plus qui serait le serpent sur notre signe, sur notre astrologie à nous. Et sur l'astrologie chinoise, donc en partant sur l'animé Fruit Basket, il y aurait le chat. Après, si c'est vrai ou pas, Oui, bonne question. ça c'est Voilà, vrai parce que la légende qui est retracée, enfin qui est montrée dans Fruit Basket est une vraie légende. Celle avec le dieu qui fait une fête et qui invite les animaux et tout ça et qui nanana. C'est une vraie légende qui existe vraiment. Donc du coup, le signe du chat est souvent fêté en même temps que le lapin, de ce que j'ai entendu. Pour ceux qui le fêtent évidemment, parce que c'est comme la théorie du serpentaire dans notre zodiaque. c'est ça. On n'est pas, enfin, c'est des calculs, mais des calculs faits avec nos savoirs actuels. Donc, du coup, c'est toujours un petit peu dans l'astrologie démenti à droite à gauche. Euh, on peut le trouver où cet animé, s'il vous plaît? Alors, je crois que ADN le stream gratuitement. Enfin, normalement, si tu tapes Free Basket, genre épisode 1 ou saison 1 ou un truc comme ça, tu vas trouver plusieurs sites où tu pourras le regarder. Mais je crois que il y a Crunchyroll qui le. Ouais, voilà. C'est Crunchyroll ou Crunchyroll? Enfin, c'est les deux ADN. Crunchyroll, il me semble. Ouais, voilà. Sur les deux ADN et celui-là, tu pourras le trouver assez facilement. Donc, Du Mais coup, du coup, Chimine, oui, merci. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas, quel est le synopsis de Free Basket? Et par les gens qui connaissent pas, j'entends bien sûr les gens dans le chat et moi. tu veux qu'on te fasse un petit synopsis? Ouais, je veux bien. Ok, alors, il était une fois. En fait, c'est l'histoire. La personnage principale s'appelle Toru Honda. Et on la suit au début, elle est SDF, mais par sa propre volonté. C'est-à-dire que sa mère est morte et son père est mort il y a bien longtemps. Et en fait, elle va vivre dans la maison familiale jusqu'à ce qu'elle se sente trop oppressée par l'ambiance. Alors, du coup, elle décide d'aller vivre dans une tente toute seule. Et un jour, elle croise. Enfin, elle est vue par quelqu'un qui habite dans le coin. Et cette personne se demande mais qu'est-ce qu'elle fait ici parce que c'est un terrain familial en fait d'une famille assez riche. Et du coup, de fil en aiguille, elle va se rendre compte que dans ce terrain-là, enfin sur ce terrain-là, vivent des gens qui sont dans son lycée à elle. Et du coup, ils vont l'accueillir chez eux pour la dépanner en fait de façon par gentillesse. Et elle va découvrir en fait, et ça c'est pas vraiment du spoil parce que ça arrive dès le premier tome, elle va découvrir que ces gens-là font partie d'une famille qui est maudite par les animaux du zodiaque chinois. Et que du coup, à chaque fois qu'ils ont une interaction physique avec quelqu'un du sexe opposé, ils se transforment en cet animal. Donc que ce soit un câlin, que ce soit... Enfin, quand c'est quelque chose de proche, tu vois, genre tu fais la bise, t'es pas bien. C'est pouf, hop, un rat. Et du coup, en fait, il y a toute une histoire qui se développe autour de cette famille. Et c'est considéré comme un shoujo, mais moi, je trouve personnellement qu'il flirte un peu avec le seinen. Parce que certes, on parle de romance et tout ça, mais en fait, l'histoire est vraiment assez dark quand on se penche un petit peu sur l'histoire de la famille et tout. Parfois, t'as des trucs, genre moi je suis rentré en dépression après la saison 1 parce que j'étais en mode ah, c'était trop dur, comment j'ai fait pour regarder ça à 14 ans. Non, c'est vraiment bien fait. Et l'anime est vraiment très très beau et vraiment bien fait, suit vraiment bien l'histoire, contrairement au premier animé qui a été fait, où la fin ils ont dit allez on finit comme ça, on s'en fout. Parce qu'il n'avait pas marché en fait le premier animé. Mais il est vieux hein, ce manga, il est super vieux. ouais. Et Je sais qu'à l'époque, moi, je l'ai regardé quand j'étais en primaire, il me semble. Donc, ça date de beaucoup de temps, hein, parce que j'ai 27 ans, donc on peut aller très loin. alors le Donc, genre minimum, opposé c'était non. plus de 10 ans. Bah, moi, De je le quoi? note. Oui. Il y a Luciole qui dit je me demande si le genre opposé fonctionne aussi. Apparemment le genre opposé non parce qu'il y a un personnage. Alors il est pas dit trans mais il se travestit en fait. Et je crois, alors je sais plus, il faudrait que je re-relise vraiment dans les détails si c'est une personne. Oui, c'est un personnage transgenre. Au début, il se dit travesti, mais en fait, je crois qu'il est transgenre. Et du coup, c'est dans le sens féminin, c'est-à-dire un homme qui devient une femme. Et avec la personnage principale, elle ne se transforme pas. Oui, voilà, c'est ça.
Donc le genre, ça ne marche pas, c'est vraiment le sexe. Là, on parle de biologie et non pas de genre. Il me semble En que tout cas, c'est je suis ça. très contente que t'aies demandé parce qu'avec le synopsis, du coup, j'ai envie de le regarder. Ouais, moi je l'ai Alors, noté sur mon petit post-it. Et d'ailleurs, juste oui, vas-y. regardez bien la saison qui est sortie, la nouvelle. Si ça reprend toute la saison 1 et la saison 2, regardez bien celle qui est sortie il y a pas longtemps, parce que celle qui est sortie il y a longtemps, autant les dessins, je pense que ça va vous faire un peu peur. Mais en plus de ça, ouais, enfin, moi personnellement, j'ai pas kiffé. Bah moi, Parce j'étais très que déçu. j'ai vraiment Anne eu Malvy. l'impression que c'était genre une fille nunuche qui arrivait avec des mecs qui étaient là. Oh mon Dieu, je suis une fille fragile, occupez-vous de moi. Oui, alors que Ça a Toru, en été mon fait... ressenti à l'époque. Ah oui, mais bien sûr, mais moi j'ai eu le même parce qu'en fait, pour la petite histoire, au collège, j'avais commencé du coup tous les free baskets et d'ailleurs, j'ai cette fierté d'avoir les premières versions des mangas en entier. Donc c'est une petite collection qui vaut un petit peu des sous, donc je suis un peu fier et tout. Et j'avais ma pionne du collège qui avait gravé sur un CD toute la saison, du coup l'ancienne saison de Free Basket. Et du coup, je l'avais regardé et j'étais hyper déçu parce que ça suit pas l'histoire. La personnage, elle est un peu changée et tout. Et du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Et quand ils ont ressorti l'animé, et ben j'étais content parce que enfin ça suit l'histoire, enfin Toru est Toru. Parce qu'en fait, elle est vue comme un peu une nunuche parce que extérieurement, elle est assez simple comme personnage, mais en fait, intérieurement, elle est hyper. Elle est badass quoi. Parce que pour aller vivre toute seule dans une tente comme ça, juste parce que l'oppression familiale, nanana, il faut avoir il faut avoir du Ouais. cran, quoi. Il faut avoir les nerfs. D'ailleurs, je sais que dans le premier épisode, alors là, je vais un tout petit peu vous spoiler, mais c'est dans les premières minutes du manga, donc, enfin de l'animé, donc ça, encore ça va. Je sais qu'à l'époque, excusez-moi, je sais qu'à l'époque, j'avais regardé le premier épisode et il y avait une phrase qui m'avait perturbée à ce moment-là, mais qui était tellement vraie. Enfin, moi, je la trouvais tellement vraie à ce moment-là. Genre, elle disait, elle racontait comment elle était née et tout, et elle disait, oui, un enfant, quand il naît, il n'est pas forcément méchant. C'est comment on l'éduque, on lui montre le monde, qu'à ce moment-là, il devient méchant. Et ça, j'ai trouvé tellement beau. C'est bon, Un putain. peu comme les chiens, quoi. Oui, un peu comme les chiens, Voilà. finalement. Non, mais c'est vrai, hein, c'est comment on est éduqué et comment on évolue dans le monde et notre sensibilité, notre curiosité et tout ça qui va faire Mm. qu'on va devenir plus ou moins méchant ou qu'on va être sensibilisé plus ou moins vite à certaines causes de la vie. C'est Je vous ça. propose de fermer cette parenthèse sur ce fabuleux manga et qu'on continue du coup avec notre émission. Et du coup, la prochaine rubrique, c'est la rubrique soufflée. Et aujourd'hui, c'est Chimine qui va vous parler de l'eau de lune. Du coup, hop, Oui, et je te laisse l'antenne. merci très cher. Donc, dans cette chronique, je vais vous parler des propriétés des eaux de lune et de leurs bienfaits. Mais avant de voir tout cela, nous allons faire un bref petit rappel de comment fait-on de l'eau de lune. Alors, c'est hyper simple. Vous allez remplir une bouteille d'eau transparente et vous l'exposez aux rayons de la lune, nouvelle ou pleine lune. Certains disent qu'il faut l'exposer un jour avant et après la pleine lune. Personnellement, je fais que le jour de la pleine lune parce que flemme. Et il faut retirer l'eau, pardon, avant le lever du soleil, sinon ça casse tout. Ah oui, et il faut aussi la conserver dans un lieu obscur pour éviter justement que les rayons du soleil rentrent dedans et que ça casse tout. Bref, revenons-en au sujet de cette chronique et donc les bienfaits de l'eau de lune. Alors, on peut avec nettoyer les pierres que nous avons en les faisant tremper dedans tout simplement, le temps d'une nuit ou plus. Elle permet aussi de traiter les animaux domestiques malades ou de les renforcer leur métabolisme. On peut arroser les plantes avec pour une croissance plus saine et accrue. On peut aussi se purifier avec en buvant. Certains disent un bouchon pour 1 litre d'eau, ou vous pouvez en prendre pur, classique. Elle peut aussi atténuer des symptômes de maladie comme des maux de tête. J'ai lu aussi sur un article que ça permettait de retirer le mal de crâne tout simplement, ce que je trouve personnellement que ce sont un peu des âneries, parce que juste boire de l'eau, ça aide au mal de tête. Donc
Ok, boire de l'eau de lune, ça peut aider, mais ça va pas tout enlever non plus, hein. Vous pouvez aussi en mettre dans vos cosmétiques, pardon, si vous en faites vous-même. Vous pouvez aussi cuisiner avec. Et apparemment, ça aide aussi à calmer les enfants agités. Donc voilà une liste non exhaustive, car je pense qu'on peut encore faire plein d'autres trucs avec cette eau de lune. Donc ouais, l'eau de lune est un outil facile à acquérir et à faire, et qui peut être très utile. Donc à vous de voir si vous en faites ou non. Des bisous. Super, merci pour ce bel article sur l'eau de lune. Ne Avec pas oublier plaisir. que si c'est pour la consommer, prenez de l'eau potable. Parce que la lune, elle le rend pas potable, l'eau. Ah Au oui, cas où. oui, bah oui. Oui, dans le Après, doute, c'est enfin, ce que j'allais dire si aussi. tu la Oui. bois, logiquement, il faut que ce soit potable, quoi. Et d'ailleurs, si vous Hein, êtes dans les grandes villes, ne buvez pas l'eau de pluie. Oui, ouais, non, évitez. Ne Voilà, soyez pas con. voilà, parce que l'eau de pluie, elle est polluée. Donc on fait attention à soi. D'ailleurs, juste pour compléter, non, pour ajouter plutôt, l'eau de soleil, ça existe aussi. Et c'est le même mécanisme, alors c'est pas les mêmes propriétés, mais c'est le même mécanisme, sauf que pour éviter certains UV, prenez une bouteille teintée en bleu. Comme ça va filtrer certains UV qui ne sont pas bons à mettre dans l'eau. Et je vais pas vous parler des propriétés de l'eau solaire maintenant, vous pouvez faire vos recherches si vous voulez, mais ça fera peut-être l'objet d'une future chronique. Ici, ce n'est pas le sujet. Voilà, vas-y. D'ailleurs, anecdote, mettre de la gouache bleue sur une bouteille, ça ne fonctionne pas. Non, parce que non, ben non. Non, pas du tout, ça ne sert strictement à rien. Voilà, je le dis, pour avoir testé, c'est de la merde. Voilà. Oui, puis d'ailleurs, toutes sortes de peintures un peu plastifiées ou chimiques ne marchera pas parce que nous, on essaye de capter des énergies. Et souvent, les composés un peu chimiques, genre le plastique ou certaines peintures ou ce genre de choses, ça ne conduit pas les énergies. Ça les bloque. Donc du coup, si vous mettez de la gouache ou même pire, de l'acrylique sur votre bouteille et que vous mettez en bleu, votre eau, ce sera de l'eau. C'est tout. Bah, Ce sera de l'eau à l'ombre. Voilà. Donc faites bien attention à ce que vous utilisez en magie, évidemment. Donc du coup, nous allons continuer dans cette émission. Cette fois, c'est moi que vous allez avoir avec ma rubrique Dans les pas des anciens. Donc hop, on enlève tout le monde. Il n'y a plus que moi. Bonjour et bienvenue. Et je vais aujourd'hui vous parler, alors je sors ma petite rubrique, voilà, de la déesse Dana. Hop, que vous pouvez voir à côté de moi. J'ai pris une représentation qui est selon moi la meilleure représentation, qui est une statuette en bois que je possède d'ailleurs et qui est faite par Blagowood, qui fait des statuettes en bois vraiment très intéressantes et qui couvre plusieurs panthéons. Donc si vous êtes païen et que vous voulez une statuette en bois, n'hésitez pas à aller voir sa collection pour mettre sur vos autels. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Dana. Donc dans les différents panthéons polythéistes, il existe plusieurs dieux liés au soleil et déesses liées à la lune, sans parler du panthéon grec où les divinités sont liées aux autres planètes du système solaire. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Mais bien que je ne sois pas convaincu par la théorie de l'énergie féminine lunaire et l'énergie masculine solaire n'aimant pas nécessairement la classification des choses par genre, je profite de cette chronique pour vous présenter quand même la déesse Dana. Donc, c'est la déesse mère du panthéon celte irlandais et selon la mythologie du pays, elle était la déesse de la Tuatha Dé Danann, traduction le peuple de la déesse Dana, mythe qui a très largement inspiré le groupe Mano pour leur chanson iconique La tribu de Dana, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit dans mon article, mais ça c'est un petit plus. Dans la chanson, vous avez plusieurs références à plusieurs mythes celtiques irlandais. Donc la prochaine fois que vous l'écoutez, essayez d'être un petit peu attentif et vous aurez peut-être quelques petites références. Donc en tant que déesse mère, elle a pour attribut la fertilité, la maternité et la création. Et de mes contacts avec elle, puisqu'elle fait partie de mon panthéon, j'ai pu aussi remarquer qu'elle émane une certaine douceur, un réconfort qui enveloppe et protège, mais aussi un certain sens de la justice, de l'honneur et surtout de l'honnêteté. Au contraire de la Morrigan, déesse de la justice, celte aussi, qui punira quiconque en fonction de ses actes, Dana a bien plus tendance à pardonner et à écouter et être clémente. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Elle...
Il y a Chimine qui a écrit. Alors, tu montreras le post-it après la chronique. Parce que moi, je les vois sur le côté. Vous les voyez plus. Mais du coup, il va vous montrer le petit post-it qu'il a montré pendant que je suis en train de parler. À la fin de cette chronique. Donc, du coup, je disais, Dana a tendance à pardonner, à écouter et à être clémente, contrairement à la Morrigan. Elle est-elle une mère aimante qui guide avec douceur, mais gardez en tête que nous parlons d'une divinité celte et que chacune a son petit caractère. À l'instar de plusieurs dieux qui n'hésiteront pas à vous punir car vous avez oublié votre prière en vous faisant cogner le petit orteil contre un meuble, oui, ça arrive, Dana, elle vous laissera, elle s'en ira, si vous l'avez offensée en une quelconque manière. Ce n'est pas une déesse qui blesse, elle est plutôt dans la régénération et la guérison, donc son moyen de faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord avec vous, c'est l'abandon. Donc si elle ne vous répond pas, par exemple si vous travaillez avec elle et que d'un coup, du jour au lendemain, elle est plus à côté de vous, c'est que vous avez fait quelque chose avec laquelle elle n'est pas d'accord. Dana est très importante pour les druidisants du panthéon irlandais, comme les autres déesses mères des autres panthéons celtes. Le cycle de la mort et de la renaissance est complètement incarné par cette déesse qui est souvent représentée enceinte, donc comme l'image que vous pouvez voir, et parfois avec un nœud celtique, symbole cyclique, sur le ventre. Dans les différentes renaissances qu'on peut vivre dans notre vie et dans notre chemin druidique, nous disons que nous retournons dans le ventre de la déesse pour renaître. Elle est donc une accompagnante sur le chemin de la recherche de soi et de l'évolution. Si vous avez besoin d'accompagnement dans un moment un peu pénible de votre vie, elle vous serait certainement d'une très grande aide. La contacter est très simple, vous pouvez vous adresser à elle à voix haute par des prières ou encore lui faire des offrandes de plantes, de nourriture ou d'objets d'art. Ensuite, il vous suffira d'attendre en réitérant si aucune réponse ne se fait sentir. Gardez en tête qu'une divinité est une personne et qu'elle peut décider de ne pas venir vous voir pour de nombreuses raisons diverses. Donc si vous voulez vous engager dans un travail comme celui-là, soyez patient. Voilà, c'était la petite présentation de la déesse Dana. Donc maintenant, tu vas nous remontrer ton petit post-it, Chimine. Voilà. Elle est trop bien cette musique qu'il a mis pendant que j'étais en train de parler. Donc oui, J'écris lentement, donc ça a pris un certain temps pour venir. moi avant cette musique, je l'écoutais un petit peu comme tout le monde, tu vois, genre en soirée, ouais là, bah, allez, ouais, tu vois, ouais, trop bien. Et puis maintenant, je l'écoute un peu comme une hymne parce que ça fait tellement référence à la mythologie irlandaise que je suis en mode ah, c'est ma patrie, c'est mon panthéon. La Donc, main sur le cœur et tu chantes. ouais, voilà, je suis comme ça, tu vois, je bouge pas, je suis très droit. Et comme quand les joueurs de foot, ils récitent l'hymne français en mode oui, c'est ma patrie. Donc voilà pour la déesse Dana, qui est du coup une déesse reliée aux énergies lunaires. J'aurais pu parler aussi de Lugh, qui est relié aux énergies solaires, mais j'aurais peut-être d'autres moments pour en parler. Bon, après, il y a d'autres moments pour parler de tout, hein, c'est pas un problème. Les thèmes sont toujours très largement pris en globalité. Mais voilà, j'avais envie d'en parler, de parler de elle spécifiquement. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Oui, Tu as dit que si on a fait quelque chose qui lui plaisait pas, elle ne viendrait pas, tout simplement. Elle ne viendrait même plus. oui. Mais est-ce que on peut faire un truc pour se faire pardonner auprès de la déesse, justement? Ah, bien sûr, bah, comme j'ai dit, elle est très clémente, hein, donc il Hmm. suffit, la plupart du temps, tu sais, c'est le côté maternel, le côté évolution, renaissance et tout ça. La plupart du temps, elle va surtout attendre de toi que tu reconnaisses ce que tu as fait de mal. Donc, soit juste avoir mis le doigt dessus, c'est déjà suffisant pour qu'elle revienne, parce qu'elle peut même t'aider à défaire tes croyances limitantes. Par exemple, imaginons, je sais pas, tu as maudit quelqu'un sur un coup de tête, ça lui plaît pas, elle s'en Hmm. va. Euh, à partir du moment où tu as reconnu que tu as maudit quelqu'un sur un coup de tête, elle va revenir, même si tu trouves qu'il n'y a rien de mal en soi à ce que tu as fait. Et elle va Hmm. t'aider à te rendre compte que ce que tu as fait, c'était mal. Bon, après, c'est un exemple très très grossier de choses qui pourraient arriver. Mais voilà, et parfois elle accompagne même dans des choses avec lesquelles elle n'est pas tout à fait d'accord, mais comme elle y est un petit peu aussi, que ça peut t'aider, ce genre de choses, elle est en mode, bon d'accord, allez j'arrive. Elle est vraiment très très à l'écoute finalement. Donc, voilà. Du coup, j'ai une question moi aussi, mais l'expérience du petit doigt, c'est une expérience vécue ou pas? Alors moi non, j'ai pris cet exemple parce que c'était assez rigolo, mais il y a souvent des jours quand j'ai des divinités qui sont pas contentes
parce que j'ai oublié quelque chose ou parce que j'ai fait quelque chose avec lesquels ils sont pas d'accord, souvent j'aurais tendance à perdre des choses ou souvent j'aurais tendance aussi à trébucher. Et quand c'est Ogma qui est pas content, je passe des journées entières à ne pas trouver mes mots ou à riper sur des mots, tu vois, genre la langue qui fourche ou ce genre de choses. Et je suis en mode. Hmm. Et quand ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas contents, ils font tomber mon poster. Mais à la chaîne. C'est-à-dire que j'aurais beau le remettre, toute la nuit il va tomber. Jusqu'à ce que je me rende compte du truc, que je dise bon, c'est bon, allez, c'est bon, je reconnais. Là, je recolle et ça tombe plus. Et je suis sûr que même en clouant le truc, il serait capable de me le faire tomber. Tu mets du béton dedans, paf, il tombe quand même. Je Mais comprends non, pas. mais c'est ça. Ils trouveront toujours un truc à faire pour me faire comprendre qu'ils sont pas contents. En fonction des divinités, ça peut être très différent. Ah. Donc voilà pour la déesse d'Anna. Évidemment, sur YouTube, si vous avez des questions par rapport aux chroniques qu'on est en train de vous présenter, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On vous y répondra évidemment. Ou peut-être, si vous voulez, venir dans une autre émission. Donc les émissions, c'est toujours le premier dimanche de chaque mois. Ah, Chimine est devenue gris. Du coup, venir dans une émission qui parlera pas de ce thème-là, mais vous pouvez quand même venir pour poser des questions d'émissions antérieures. On vous répondra évidemment, nous ne sommes pas des animaux. Donc, nous allons continuer cette émission avec notre coup de cœur. Et hop, je sors ma petite truc. Le coup de cœur d'aujourd'hui qui est sur les constellations familiales et qui nous sera présenté du coup par Elisheva. Et je te laisse l'antenne. Merci. Alors, comme toujours, j'ai mes petits papiers. Hein. Ça ne changera donc jamais. Non. Donc, les constellations familiales. Alors, je tiens à être honnête. Je vais vous expliquer l'histoire, le fonctionnement et mon expérience. En termes de recherche, j'ai fait un petit peu de recherche. Je n'ai pas poussé à fond l'expérience et mes connaissances sur la constellation familiale. Donc, je vous laisserai vous instruire si vous en avez envie et si ça vous intéresse. D'ailleurs, petit aparté, sachez que la constellation familiale est un outil que l'on peut apprendre. Il y a des stages, on peut faire des stages pour justement apprendre et pour pouvoir l'effectuer sur des gens. La plupart du temps, ça se fait en groupe. Mais je vais vous expliquer ça avec mes petits papiers. Donc, les constellations familiales. La constellation familiale est une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle, fondée dans les années 90 par Bert Hellinger. Ce psychothérapeute allemand a vécu une grande partie de sa vie auprès de peuplades d'Afrique comme les Zoulous, une expérience qui l'a fortement influencé et dont il s'est inspiré dans sa pratique de plusieurs autres courants occidentaux. Gestalt, hypnose, théorie systémique, etc. Il met ainsi au point sa propre méthode d'approche phénoménologique qui met en lumière les conflits personnels et familiaux issus de l'inconscient familial par le biais de jeux de rôle et de psychodrames. Considérée comme une thérapie brève, la constellation familiale révèle les intrigations, dénoue les nœuds systémiques et opère ainsi un travail de libération. Pendant la constellation, il convient de faire confiance à ce qui se montre, le champ qui sait, sans analyser ni interpréter et d'accepter sans jugement les ouvertures proposées par le respect de ces lois transgénérationnelles. Cette thérapie systémique se pratique en groupe ou en individuel et s'appuie sur 3 règles issues du travail et des années de pratique et d'observation phénoménologique de Bert Hellinger. L'appartenance, à partir du moment où un être est conçu, il prend sa place au sein de sa famille d'origine. Rien ne peut lui ôter cette appartenance, pas même la mort. L'ordre du système de la famille respecte l'ordre chronologique. Ainsi, les parents viennent avant les enfants. Vous me direz logique, mais je préfère le dire. L'équilibre entre recevoir et donner. Les relations humaines s'équilibrent entre recevoir et donner. Donc, comment se passe le déroulement d'une constellation familiale? Dans la plupart des cas, la constellation se pratique en groupe, mais elle peut aussi se faire
lors d'un entretien individuel. Pardon. Selon Bertelinger, le fondateur de la méthode, le terme constellation est un raccourci de traduction. La bonne expression serait poser la famille dans l'espace. Elle pratique celui qui fait sa constellation. Pardon. Oui, elle pratique celui qui fait sa constellation pose sa problématique de manière factuelle avec l'aide du constellateur, appelé également médiateur, facilitateur, animateur en constellation. Choisit et place dans l'espace des représentants pour les membres de sa famille, morts ou vivants, ou pour les représentations symboliques liées à son problème, travail, argent, maladie, projet, secret, etc. Les représentants se laissent alors guider par leurs ressentis et par les mouvements lents qui s'inscrivent en eux, de manière phénoménologique. Les représentants peuvent être amenés à exprimer des ressentis ou des émotions. Le constellateur intervient lorsqu'il juge la situation bloquée ou qu'il est nécessaire de faire entrer un autre représentant. Dans le plus grand respect, le processus de transformation fait son chemin, puis le constellé reprend sa place dans la constellation afin de ressentir en lui-même cette compréhension qui vient du cœur. Je pose mes petits papiers. Alors du coup, maintenant je vais vous dire mon expérience parce que je vous explique. J'ai une amie à moi qui a pu, grâce à certaines de ses amies et certains de ses amis, avoir la chance de avoir contact avec une personne qui justement fait les constellations familiales. Grâce à elle, elle a pu faire un stage, donc apprendre les constellations familiales. J'ai pu, par le biais de mon amie, avoir un rendez-vous avec cette professeure pour avoir un rendez-vous de constellation familiale pour un de mes problèmes dont je ne citerai pas ici, mais je vais vous dire mon ressenti. Juste, petite parenthèse, la thérapie familiale transgénérationnelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous savez ce que c'est, mais je me base dans le fait que non. Ça reprend toutes les générations de votre famille. Donc avant, parce que du coup, après vous, pour l'instant, il n'y a personne, sauf si vous avez un bébé, mais du coup, c'est avant vous. Donc avant vous, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Parce qu'il peut s'avérer que 3-4 générations avant vous, on va dire, je sais pas moi, votre arrière-grand-père a eu un accident, du coup il l'a mal vécu et du coup il a eu un traumatisme. Ce traumatisme a passé de père en fils, etc., etc., jusqu'à arriver jusqu'à vous. Et du coup, vous avez un blocage, vous ne savez pas d'où ça vient, mais ce blocage ne part pas et vous ne savez pas du tout d'où ça vient. Ça peut venir de votre arrière-arrière-grand-parent quand il a eu ce traumatisme. Justement, la constellation familiale va faire en sorte que ce blocage va se débloquer. Après, comme a dit la professeure que j'ai pu rencontrer, parfois, ça peut prendre plusieurs rendez-vous, 2, 3 à peu près. Mais pas beaucoup, ça va pas prendre 10 rendez-vous normalement. Juste 3-4, normalement, ça devrait être le max, quoi. Voire même en une séance, normalement, ça devrait être accompli. Moi, je sais que quand j'ai eu un rendez-vous avec elle, j'ai pu ressentir beaucoup de choses. Elle m'a expliqué des choses que moi-même, enfin, des choses que j'ai dit à personne, que personne ne connaît à part ma famille. Et dans ma famille, je parle bien de mes parents, de mon frère et de moi. C'est tout. Pas de la famille qui entoure, donc frère, sœur, enfin, cousin, frère de mes parents ou arrière-grands-parents ou je sais pas quoi. Donc juste ma petite famille à moi, que personne ne sait et qu'elle a pu me dire, me transcrire. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire où j'ai pu me libérer de certaines choses. À l'heure actuelle, il y a certaines choses qui se sont produites, que je ne dirai pas, mais qui ont débloqué certaines choses en moi. Et ça a été vraiment une expérience enrichissante. Donc voilà. Donc si vous voulez vous renseigner, vous pouvez renseigner sur Internet et n'oubliez pas, c'est une formation que vous pouvez faire si vous êtes vraiment intéressé. Voilà. J'espère que c'était assez bien. Bah, merci pour cet article. Moi, j'en avais entendu parler via une cliente pour qui je bosse, qui s'était renseignée, qui avait fait des séances aussi, je crois, de constellation familiale.
Et c'est vrai que je me suis pas trop renseigné là-dessus, donc du coup, j'apprends des choses et c'est bien. Et c'est vrai que ça surfe aussi sur. Alors, je sais plus si c'est une théorie ou si ça a été démontré, mais en gros, un concept qui dit que nos peurs phobiques qu'on a actuellement viennent de nos arrière grands-parents, parce qu'à une époque, ces genres de choses-là, normalement, nous tuer. Par exemple, avoir peur des araignées, ce serait parce que à une époque très antérieure, une piqûre d'araignée est égale mort. Et du coup, Oui. ça se serait ancré dans nos gènes. Je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, donc je vais pas m'étaler là-dessus non plus. Je referai des recherches. Mais du coup, ça marche un petit peu sur le même principe. Ouais. Puis après, ça dépend. Enfin, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que, enfin, là, c'est moins, comment dire, c'est moins ésotérique. J'utilise le mauvais mot, mais vous allez comprendre. C'est moins ésotérique, mais après, ça dépend de l'éducation que vous avez. Si vos parents, par exemple, ils vous apprennent que, oh là là, les hommes, faut pas les approcher, c'est Ouais, des mais c'est que violeurs, derrière, je il y a sais pas déjà une quoi. histoire aussi. Ouais. Oui, c'est sûr, mais ça n'empêche que l'éducation fait que on a des traumatismes. Donc, faut aussi se baser sur ça. Mais c'est vrai que les Pas constellations que... familiales, c'est vraiment un outil que j'aime utiliser dans les séances que j'accompagne. Parce que ça permet de régler beaucoup de choses, même au-delà de la famille. Ah ouais. Mm. Genre, ça peut aller jusqu'où au-delà de la famille, vu que ça s'appelle constellation familiale. Il y a déjà, oui, bon, les soucis de famille et éviter de répéter des schémas, ça peut aider. Les phobies, on ne le ferait pas forcément en constellation familiale, mais il peut y avoir certains blocages où on va pouvoir faire intervenir des émotions ou des choses. En fait, on va personnifier des émotions ou des choses comme ça. Donc, c'est même pas forcément un membre de la famille qui va être présent ou représenté dans la constellation. Donc, ça permet parfois de libérer certaines émotions aussi qu'on a nous-mêmes plus ou moins mis en cage. Je sais que c'est très imagé, mais des choses que nous on refoule qui permettent. Enfin, la constellation permet ça. Et ce qui est génial, c'est comme tu dis, ça permet soit de le faire en groupe et que chaque personne va après personnifier soit une personne, soit une émotion, ou soit on peut le faire en individuel, genre avec des objets ou des Playmobil ou des choses comme ça, ou alors même si la personne est très visuelle, suffit de la faire fermer les yeux et elle peut voir tout le monde en fait. Stylé. C'est vraiment sympa comme outil. Eh bien, c'était super intéressant, en tout cas, comme outil à aborder aujourd'hui. En plus, bien dans le thème. Tu. Moi, j'ai pas d'autres questions par rapport à ça. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Chimie n'en a pas, apparemment, qui est non de la Non. tête. Donc, évidemment, comme tout à l'heure, dans les commentaires YouTube, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme c'est moi qui gère la chaîne YouTube, à chaque fois, s'il y a des questions précisément sur un article, j'en parlerai à celle ou celui qui a écrit l'article pour qu'il puisse venir vous répondre dans les commentaires ou je répondrai via sa réponse que j'aurai eue. Voilà, donc n'hésitez pas. Du coup, on va finir avec nos chroniques avant de passer sur nos questions pas si cons, juste du coup après notre chronique pratique. Et du coup, c'est moi qui vous retrouve une nouvelle fois dans les pratiques. Jusqu'à là maintenant, il n'y a que moi qui ai parlé des pratiques, enfin qui ai pris cette chronique, me semble-t-il. Hop, mais ceux qui sont sur YouTube pourront mieux nous le dire parce que moi j'ai pas les rediffs sous les yeux. Donc aujourd'hui, dans les pratiques, je vais vous parler du cycle lunaire. Donc je vous ai beaucoup parlé de la lune aujourd'hui, mais un jour je vous parlerai d'autre chose, je vous le promets. Hop, je vais juste sortir ma petite... Voilà. Donc vous avez une image d'illustration que j'ai eue sur le site Femme Actuelle. Bizarrement, pour une fois, ils font des bons articles sur l'ésotérisme. Et du coup, vous allez très vite voir pourquoi je vous ai sorti cette image-là. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler d'énormément de pratiques et d'objets liés à la Lune. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'eau de Lune, par exemple. Donc quand on parle de magie, on en retrouve souvent. Et aujourd'hui, je vais vous parler des cycles lunaires et des énergies qui gravitent autour de ces cycles-là. Donc déjà, reprenons les bases. Bon, je vais essayer de pas trop vous prendre pour des enfants ou pour des débiles, mais j'avais juste envie de reparler vite fait des bases, dans le doute. Donc la Lune passe par plusieurs stades au fur et à mesure du temps. À un certain moment, elle n'apparaît pas dans le ciel, c'est ce qu'on va appeler la Lune noire ou la nouvelle Lune. De façon plus générale, on utilisera plutôt nouvelle Lune.
Ensuite, elle croît, passant par une forme de croissant de demi-lune pour arriver à sa forme pleine, qu'on appellera la pleine lune, ça vous connaissez tous. Après cela, elle décroît, repassant par des formes de croissant et de demi-lune pour revenir en nouvelle lune. Et c'est ainsi qu'elle fait son cycle. Donc il faut savoir qu'en fonction de là où elle se trouve dans le ciel, elle n'émet pas les mêmes énergies. Mais je préfère le dire maintenant, si vous ne pratiquez pas avec les énergies lunaires, elles n'auront pas d'impact sur votre pratique, donc ne vous sentez pas obstrué par les énergies que je vais vous présenter grâce à cette image que j'ai trouvée du coup sur Pinterest, sur la page de Femme Actuelle. On peut voir, si on part de la nouvelle lune, que quand la lune croît, on est dans des énergies de création, d'action, d'apport. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit qu'il faut faire l'échec d'abondance, si vous connaissez, en nouvelle lune pour profiter des énergies d'apport de la lune croissante. Après, tout autre rituel ou sort qui demande une action, un apport ou de l'abondance, comme par exemple un sortilège d'argent, est alors à faire en nouvelle lune ou pendant la lune croissante. On est dans une énergie d'extérieur qui vient vers l'intérieur, donc on va chercher ailleurs des choses à sa portée. Ensuite, après la pleine lune, moment de réalisation, elle décroît. Et alors on entre dans des énergies plutôt liées à la libération, à l'abandon, à l'extériorisation. À ce moment-là, on va alors chercher à faire des sorts qui permettent de sortir des choses. Par exemple, un sort pour pardonner quelqu'un ou encore pour sortir d'un cycle toxique. Ce cycle permet aussi d'entrer dans un processus d'apprentissage interne, car on glisse vers la fin du cycle lunaire. Et les énergies vont ici de l'intérieur, donc de nous, vers l'extérieur. Donc c'est notre énergie qui ressort. Sachez aussi que si vous bossez avec les énergies lunaires, vous pouvez adapter vos sorts et rituels. Imaginons que vous avez absolument besoin d'un nouvel appartement, donc vous préparez un sort pour en trouver un plus facilement, mais nous sommes en lune décroissante, mince. C'est-à-dire que c'est le moment du cycle qui n'est pas propice à l'apport, mais plus à l'extériorisation. Alors vous pouvez changer votre sort et l'adapter pour qu'il vous permette de partir de votre appartement actuel. Et quand viendra le nouveau cycle, vous pourrez alors lancer votre premier sort en complétion. Donc je rappelle que rien ne vous oblige à suivre ce cycle et que si vos sorts et rituels ne se nourrissent pas essentiellement des énergies de la lune, vous pouvez pratiquer comme bon vous semble. Mais vous pouvez aussi, quand cela est propice, utiliser les énergies lunaires quelquefois seulement pour vos sorts lancés en bonne période. Par exemple, imaginons que vous ne travaillez pas du tout avec les énergies de la lune, mais on est en lune croissante et vous voulez faire ce fameux sort pour avoir un nouvel appartement. Vous pouvez, pour cette fois-ci, utiliser les énergies de la lune pour votre sort car on est dans la bonne période. Et après, vous pouvez ne plus jamais de votre vie faire de sort avec les énergies lunaires. C'est pas du tout un problème. Gardez en tête aussi, si vous faites un travail avec les énergies lunaires, faites-le quand c'est la nuit. Évidemment. Parce que sinon, c'est les énergies solaires que vous allez capter, même si la lune existe de l'autre côté du globe. Ce sera beaucoup plus difficile d'aller chercher son énergie puisqu'elle est de l'autre côté de vous. Plutôt que d'attendre tout simplement qu'il fasse nuit. Donc voilà du coup pour les énergies lunaires et la pratique qui du coup ne sont pas des énergies qui vont obligatoirement arriver dans votre pratique juste parce qu'elles sont là autour de vous. En soi, on a une pléthore d'énergies autour de nous et pourtant ce ne sont pas des énergies qui vont venir obstruer votre pratique à chaque fois. Par exemple, moi j'habite à Marseille, des énergies néfastes, il y en a à balle, comme des énergies positives évidemment, et quand je pratique mes sorts, ils viennent pas automatiquement obstruer mes sorts, c'est juste si je vais piocher dedans et que je les amène dans mon sort, qu'ils vont avoir un impact. C'est comme les énergies de la lune, si on les prend et qu'on les met dans le sort, ça aura un impact, si on ne les prend pas, elles n'auront tout simplement pas d'impact. Voilà, pour les énergies de la lune. Oui, parce que je trouve que c'est souvent très mal compris, parce que par exemple sur TikTok et dans le New Age, on va nous dire qu'il faut absolument faire nos sorts d'apport pendant la lune croissante et autre chose pendant la lune décroissante et qu'on peut pas faire l'inverse, ah là là, sinon notre sort il va pas marcher. Donc du coup je comptais faire cette chronique pour un peu débunker ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous faites un sort pour l'abondance en lune décroissante. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, ça va marcher si vous mettez les bonnes énergies dedans. Voilà. Et évidemment, vous pouvez aussi faire des sorts avec l'énergie solaire. Et ça, c'est un autre sujet, comme dirait mon cher ami Arca, de la chaîne Archaos sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, Voilà. mais selon le stéréotype, on peut pas travailler avec l'énergie solaire parce que on pratique souvent nu dans la forêt à minuit, sous la pleine lune.
Évidemment. Évidemment, Eh oui, suis-je bête. Mettons-nous tous à poil et dansons en dessous de la pleine lune. dans une forêt avec un chaudron au milieu et des loups autour qui nous regardent Voilà. avec leurs baves. Voilà, mais qui sont gentils parce qu'on le rappelle, les sorciers et sorcières sont en osmose avec la nature, donc on ne craint pas les animaux sauvages. PS, ceci est une vanne si vous voyez un loup, ne faites pas de conneries comme ça, ok? Vous vous cachez, vous courez, vous faites un truc, mais n'essayez pas de faire ami-ami, hein. Vous n'êtes pas une princesse Disney, il va vous croquer le cul s'il a faim. C'est tout. J'imagine tellement une personne qui a grandi avec la Disney. Il voit un loup, mais il est tellement niais, il est là, il tape sa meilleure chanson. Ah, ah. Et le loup il va le regarder en mode tu veux quoi frère. Je vais faire un barbecue avec tes mollets, tu vas rien comprendre. Ouh, il commence à faire chaud en plus. Je peux pas mettre le ventilo parce que sinon dans le live ça va vous faire un son atroce. Ah, mais je transpire. Alors je vais boire un coup avant de passer à notre question pas si con. Reste hydraté, c'est Mais oui, il faut important. rester hydraté, voilà. Ah, C'est hydratez-vous les important enfants. pour la photosynthèse. Et parce qu'évidemment, tous les sorciers et sorcières sont des plantes. Exactement. Qui avons grandi parce qu'on nous a arrosés à coups d'eau de lune. Donc voilà. Exactement, et d'eau solaire aussi quand c'est propice. C'est comme ça que naissent les sorciers. Effectivement. Vous mettez On un mettra enfant la dans un recette sur pot. Instagram. Ouais, voilà, c'est ça. Prenez un enfant, mettez-le dans un terreau. Arrosez pas très souvent parce que ça aime la sécheresse. Ça fait un peu mandragore quand même. Oui, Ouais, grave. pour éviter qu'il ne pleure de trop, ne l'arrosez pas trop. Ah, c'était l'astuce du potager aujourd'hui. Et du coup, pour finir notre magnifique émission de ce mois-ci, nous allons passer à notre chronique adorée. Question pas si con. Alors, je vais préparer mon setup et je te dis quand c'est à toi. Parce que du coup, j'ai une petite préparation à faire. Pas très longue. Et Et voilà. fait tout ce qui est nécessaire. Voilà, c'est bon, j'ai fait tout ce qui est nécessaire. C'est bon. Bah, c'est nice. Bah, du coup, question pas si con, édition des astres, parce que c'est le thème de l'émission. Donc, le but, comme d'habitude, avoir un maximum de bonnes réponses. Le fonctionnement, donc, toujours pareil. Une question va apparaître, des propositions vont être proposées. Un point par bonne réponse, zéro si elle est fausse, et à la fin, vous obtiendrez une note sur 8. Êtes-vous prêts? Moi, je le suis. En plus, si je Nice. dis oui, c'est une bonne réponse et ça fait un point. Je vais peut-être changer ça pour la prochaine, du coup. Vous allez obtenir des 9, enfin des 9 sur 8, j'ai pas compris. Du coup, question numéro 1. Comment s'appelle la quatrième planète du système solaire? Petit 1, Tweet. Petit 2, Sneakers. Petit 3, Mars. Ah, c'est dur. C'est dur. J'ai eu Ah, peur de devoir réfléchir. Ah, ça me. Ouais, moi aussi, au début, je me suis dit, mais attends, mais cette question, elle va être compliquée. C'est moi, j'avais pas la réponse je l'ai automatique. corsé un peu. Ah, moi, je vais dire. Ah, je sais pas en vrai, hein. Mais ça me donne faim. Cette question me donne faim. C'était pour. C'est à la fin, comme ça, après, on peut tous partir manger. Et Ouais, ça, voilà, c'est ça. nice. Je vais taper ma meilleure salade de riz. Ça va être génialissime. Et parler de Mars, ça te donne envie de manger une salade de riz. D'accord. Alors, non, ça me donne envie de manger un Mars, mais en l'occurrence, je vais manger une salade de riz, quoi qu'il arrive. Et donc, réponse, c'est bien la réponse 3. Mars, et évidemment, ce n'est pas une photo d'archive. Effectivement, enfin, si, une photo d'archive trouvée sur Google en tapant Mars barre chocolatée. Voilà. Normalement, vous scrollez un petit peu, vous trouvez. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'une lune bleue? Petit 1, c'est une lune colonisée par les Schtroumpfs. Petit 2, c'est la deuxième pleine lune d'un mois. Petit 3, c'est un prank de la NASA qui fait qu'il peigne la lune en bleu pour nous faire croire à des trucs chelous. Moi, je réponds sans hésiter la 3, parce que je suis complotiste. Ça fait quand même beaucoup de boulot, hein. Plus de boulot que repeindre la tour Eiffel. Et après, ils mettent que la face visible, hein, il faut pas se leurrer. Oui, oui. Et ils le font avec un grand pchit pchit de loin. Qui fait chut. Ça prend 5 minutes en fait. Ça prend 2 minutes pour ils sont là. Hop, ça part. Puis après, petit jet d'eau, paf, Karcher. Let's Et c'est go. nickel. Collaboration avec Bansky.
Photographer la lune. Let's go. Donc, la réponse 2, bien évidemment. Évidemment. Question numéro 3. Que représente la divinité liée à Vénus dans la mythologie romaine, bien évidemment? Petit 1, l'amour. Petit 2, le beurre et l'argent du beurre. Petit 3, la crémière. Alors moi je suis très fan de la réponse 2. Le La beurre et 1 et la l'argent du 3. beurre. La 1 et la 3. D'ailleurs, je me suis demandé en écrivant ça, je me suis dit, est-ce que du coup la laitière, est-ce que c'est une crémière shiny? Et finalement, est-ce que la crémière n'était pas un... mince, un... Putain, j'ai pas mon mot. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Ogma? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est pas une représentation, voilà, de l'amour à un certain moment? Tintintin. Peut-être, peut-être. Tintintin. Donc ouais, la 1 et la 3, moi je réponds pareil. Ça porte à réfléchir, en tout cas. Donc, réponse, c'est bien la réponse numéro 1. Évidemment. Vous avez eu un doute? Non. Question numéro 4. Qu'est-ce que l'astrologie? Petit 1, c'est un nouvel art martial. Petit 2, c'est une pratique qui permet à certains ou certaines de justifier leur comportement de connard ou de connasse en disant, petit accent, non mais je vais te le dire honnêtement, mais ta robe est moche. Ah oups, ça t'a blessé. Non, désolé, je suis scorpion. Bouffonne. Pas mal des scorpions, s'il vous plaît. Pardon. Petit 3, c'est l'étude de l'influence des constellations sur les êtres humains. Ah putain. La 2. Mais je pense que la 2, ça sert vraiment. Hein. Ouais, la 2 pour les réseaux sociaux, moi je pense. Hein. Ouais. Ah, tout le monde a dit oui en même temps. Genre, c'est un consensus. Ça m'a tué. Genre, ouais. TikTok dédicace. Ouais. Ah ouais, la 2. Moi je réponds la 2 premier degré. La réponse, c'est bien la réponse 2 et 3. Et Les voilà. réponses. Les réponses, petite faute. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui osent dire quand même non, mais c'est parce que je suis scorpion ou non, parce que je suis balance. Non, mais c'est parce que. Non, non, non. Non mais tu comprends pas, Putain, j'ai taureau en Vénus. grave. Je peux pas comprendre. Tellement ça. Oh, Oh bordel. là là. Ah les bolos. Question numéro 5. Combien de temps dure environ un cycle lunaire? Ouh. Attention, c'est la question la plus difficile. Ouh. Enfin, réponse numéro 1. Ouais, trop ça. Petit 2, 29,5 jours. Petit 3, 365,25 jours. Attends, c'est un peu tricky là. Un peu tricky. Enfin, hmm. Moi je répondrais la 2, mais la 3, pourquoi? Pourquoi la 3? Où est-ce que tu as trouvé ce chiffre? Non, mais ça reste à 2, ça reste à 2. Ouais, je pense que c'est la 2. Je pense qu'il va pas nous avoir comme ça. Un piège, hein. Et Arrête. le soleil, la 3. Ouais, c'est peut-être ça. Après, est-ce que le cycle du soleil, c'est le cycle journalier, le cycle mensuel, le cycle annuel? C'est vrai que le soleil, c'est très journalier quand même. Oui. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, trêve de débat. Réponse, c'est la réponse 2, car 365,25, c'est le jour qu'il faut pour, j'ai oublié un truc, c'est la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. Il manque un mot. C'est le jour qu'il faut pour faire un tour complet autour du soleil, mais c'est nous. Ouais, il manque la Terre. Nous, on s'élance, on saute, et en 365,25 jours, on fait le tour du soleil. Si t'as la bonne C'est inclinaison, incroyable. ça passe. Ça passe, vraiment. Let's go. Petite propulsion normalement avec un petit jetpack, ça passe. Question numéro 6. Quels sont les 12 signes astro classiques, du coup occidentaux? Petit 1, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Petit 2, Bouc, Taureau, Gémeaux, Tumeur, Guépard, Puceau, Poucave, Scorpion, Minotaure, Chèvre, Verseau, Truite.
Petit 3, rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. Celle-là, elle est tricky, hein. Je me suis, je me suis fait plaisir. Ah, la 2, elle est incroyable. Meurs, Verdo. putain. Et du coup, La ça veut question dont dire, je suis le plus fier. si on prend l'équivalent par rapport à ce que tu as fait, parce que du coup, tu as pris les équivalents de chacun au fur et à mesure, ça veut dire que Hmm. mon signe astrologique serait truite. Oui. Je serais truite ascendant scorpion, parce que scorpion, tu l'as pas changé. Ben, je Ouais. me dis, les scorpions, ils s'insultent assez déjà eux-mêmes, donc je me dis, pas besoin Et de... on laisse les ascendants scorpions tranquilles, on a dit. Bon, en tout Après, je cas, dis ça, j'aime je dis bien. rien. Mais Moi, personnellement, j'aime je bien suis le lion poucave qui... ascendant scorpion. Moi, j'aime bien le lion qui se transforme en guépard. Moi, ça me va. Tranquille. Je suis guépard, guépard ascendant puceau. Je suis content. Voilà. Maintenant, pour moi, je serais poucave ascendant scorpion. Allez, ça part. Du coup, moi, je serais truite ascendant scorpion et mon lunaire serait en bouc. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Le bouc. Donc, Ah, réponse, c'est bien évidemment la réponse numéro un, avec un évidemment. petit smiley joie, parce que j'étais vraiment trop fier. Question numéro 7. Vrai ou faux? Ouh. La Lune est liée à tout ce qui se rapporte à l'eau. Hmm. 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 Y a-t-il Hmm. un piège là-dedans? Je ne prononcerai pas. Je ne sais pas ce que je dirais. Parce que Hmm. ça vaut pas Neptune, mais elle est quand même pas mal reliée à l'eau. Hmm. Moi, je donne ma langue au chat pour celle-là. Ah, j'ai donc fait le truc un peu plus compliqué que d'habitude. Oui. Donc réponse, c'est vrai, car c'est la Lune qui influence les marées avec sa force d'attraction qui attire l'eau. Et moi, j'ai Oui. même une petite théorie qui fait que, en soi, notre corps est composé à 70% d'eau, si je ne me trompe pas. Donc, en soi, est-ce que la Lune jouerait pas aussi un peu avec nous? Qui Alors, sait? au niveau énergétique, oui, mais après, au niveau, si on parle d'attraction comme, comme elle attire l'eau de la mer, par exemple, bon, un peu moins. Oui, un peu moins logique. Ça Ouais. fait pas comme dans la pub Axe. Oui, c'est ça. J'ai pas la ref. Ah, les pubs Axe, c'est des pubs d'anthologie, il faut les regarder, hein. C'est T'as de la pas, culture t'as pas pub. la référence de les pubs Axe. Mais va te Non. renseigner, va voir YouTube. Ouais, va voir sur YouTube après le live, et tu tapes pub Ah, Axe, tu j'irai vas te voir. régaler. Ah, j'irai voir, ça a l'air incroyable. Mais il y a aussi, j'avais lu un truc aussi, apparemment la Lune aussi influerait les menstruations. Mais ça, c'est en mode... ouais, bof. Ça, je sais Lui, pas. si, je vote pour. En 10 ans de menstruation, j'ai pas eu le temps de vérifier. Et je veux pas recommencer pour juste regarder ça. Oui, c'est logique comme dit. Question 8. Quel autre nom donne-t-on à notre planète, la Terre? Petit 1, la planète bleue. Petit 2, Gaïa. Petit 3, la réponse 1. Mais attends, mais là c'est les trois là. Toutes, toutes les réponses. Ouais, c'est un 2 et 3. Enfin, après, est-ce qu'il va nous triquer en mode oui, mais non, Gaïa c'est la divinité qui est liée, c'est pas la planète, là là là. Je suis un chieur, donc je dis que Gaïa, c'est pas du tout un autre nom de la planète. Bah, moi j'ai dit les 3 du coup, un 2 et 3. Eh bien, tu as bien eu raison, parce que les réponses, donc les réponses 1, 2 et 3, car la planète est recouverte d'une plus grande majorité d'eau, je ne connais pas les chiffres parce que j'étais qu'une merde en SVT, et puis dans de nombreuses religions, la Terre est aussi représentée par la déesse Gaïa. Voilà, donc tout Évidemment. simplement, et la réponse 3, parce que la réponse 1, voilà. Donc, là, fin. Alors, du coup, le score, moi je l'ai pas compté le mien. Ouais, mais ça, c'est parce Ah, qu'on a tout juste. Ouais, c'est ça. Tous les intervenants, de toute façon, ils ont tous juste. il y a eu une petite langue au chat à un moment, moi je dis ça, je dis rien. Je vois pas de quoi tu parles. Et évidemment, le petit bisou à la fin. Le petit bisou, effectivement. Ouais, mais il avait dit qu'il était prêt au début, donc ça gagne un point. Oui, effectivement, donc bravo, vous avez 9 sur 8. Ah, il y a Le la chat, c'est caméra pas juste mouillé, là. hein, pour le coup.
Bon, après, tous ne participent pas à l'écrit, évidemment. Ils ont peut-être participé à l'oral et ceux de YouTube auront peut-être participé. Ah, on a un petit bug Lily Sheva. de Eli Sheva qui, du coup, a fait bugger toutes les caméras du live. Donc, du Il y coup, a maintenant, tout J'ai on a parti. changé de nom. Elisa à la place d'Eli Sheva. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai Voilà. changé de nom et de drapeau aussi. C'est ça, maintenant, tu n'es plus pan, tu es bi. Tu n'as plus le choix. Là, maintenant, il va falloir tout changer, hein. Ah, et maintenant, on a ma tête à la place d'Elisa, du coup. Voilà ce qui fait quand on essaye de capturer les cams de Discord. Ah, elle est de retour. Recoucou, Ellie. Oui, désolée. Du coup, j'utilise mon téléphone. Ah, bah, c'est pas grave, maintenant, on t'a en mode TikTok, c'est incroyable. Ouh, il fait chaud, les amis. Et oui. 30 degrés. Vas-y, en vrai, Elisheva, tu nous fais pas un petit truc en mode à la TikTok? In, danse TikTok. In. Non! Ah, ah, ça fait Ah, avant le live, mais dès qu'il y a le live de lancer, ça fait plus rien. ah, je Moi, suis j'ai outré. Hein. Oh, sur cette belle parole et sur ces rigolades, nous, on va vous laisser. C'est la fin de cette émission, du coup, qui sont toujours clôturées par les questions pas si cons, qui est toujours représentée par notre cher ami Chimine, évidemment. Nous le rappelons, ce mois-ci, c'est le mois de la Pride, donc joyeuse Pride à tous et à toutes. À ceux qui écoutent la rediffusion sur YouTube aussi, même si vous ne nous regardez pas en juin, évidemment. Et du coup, nous vous faisons tous, à la manière de Chimine, des bisous. Et on se retrouve du coup le mois prochain. Ce sera le combien juillet? 3. 3. Voilà, ce sera le 3 juillet avec notre thème qui sera la musique. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de la magie. Et on vous retrouve le mois prochain. Bisous à tous. Au revoir. Salut!